Et deux sujets majeurs ont retenu notre attention pour le débat de la semaine. Le premier thème porte sur l'insécurité avec ces séries de braquages à main armée sur la route nationale numéro 1, Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Le 14 juillet 2022, des individus armés ont dépouillé des usagers empruntant l'axe aux environs de 7h45. Le braquage s'est produit entre Koumbia et Bobo. Le 24 juin, un autre braquage a été opéré au niveau de Dankari vers Oundé sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Le 7 juin, deux cars de transport en commun de différentes compagnies ont été la cible d'un braquage perpétré par des hommes armés à la sortie de Bobo-Dioulasso. Ces faits démontrent à souhait que le phénomène est présent et il faut agir au plus vite. Pour analyser les conséquences économiques et sécuritaires de ce nouveau fléau, je reçois pour vous deux invités. Samuel Kalkundo est économiste, inspecteur des impôts. Il est le président du mouvement pour la culture de la paix et de l'amour de la patrie. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous disons également bonsoir à Ousmane Paré, journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Les braquages à main armée sur l'axe Ouaga-Bobo et vice-versa se multiplient de manière effrayante. La question que l'on est à même de se poser, sommes-nous face plutôt à un grand banditisme ou des actes de terrorisme? C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas une communication officielle autour de la question, mais ce qui se dit donc du côté des experts et de certaines sources sécuritaires, c'est que ce serait l'œuvre justement de groupes armés terroristes. Je crois que ce n'est pas la première fois. L'année passée déjà, en 2021, on a assisté à une ou deux actions similaires. Je crois que si vous vous souvenez, ça avait conduit justement à démanteler un réseau, donc un nid de groupes armés terroristes au niveau de la ville de Boromo. Donc cette présence avait été signalée il y a assez longtemps, si vous vous souvenez, des enquêtes qui avaient été menées par rapport à certaines attaques ici à Ouagadougou. On avait trouvé que il y avait donc des cellules dormantes au niveau de certaines villes comme Boromo. Je crois que des gens avaient été interpellés, mais en même temps, les gens avaient, des experts disaient que ce n'était pas fini parce que pendant ce temps, les terroristes avaient pu s'installer déjà dans la forêt qui longe un peu, comment dirais-je, la route nationale numéro 1. Donc, ils sont déjà là. Et de la manière dont l'opération se mène, on sait que ce n'est pas forcément de simples braquages. Bon, encore que dans le terrorisme aussi que nous connaissons, il y a c'est multiforme. Donc, il y a le terrorisme conforme d'expression donc de la peur au nom peut-être d'une idéologie, mais en même temps, on sait que le terrorisme se nourrit du grand banditisme, des trafics de toutes sortes. Donc, il y a ce lien-là entre tous ces groupes. Donc, que ce soit les terroristes directement qui mènent ces actions ou que ce soit de grands bandits, mais je crois que il est clairement établi qu'il y a une connexion justement entre ce qui se passe sur l'axe Bobo-Ouaga, notamment au niveau vers Boromo, et le terrorisme que le Burkina connaît. C'est sans doute peut-être la mise en œuvre de ce plan sinistre des terroristes qui a été mis à nu par cette note d'information de promédiation. Tout à fait. Voilà donc qui indique que notamment le GENIM donc ambitionne sauter le pont donc de Boromo, et vous avez vu tout de suite la semaine dernière, c'était donc deux ponts, donc notamment dans la région du Nord et du Sahel, donc qui ont été sautés. Et je crois que ça s'inscrit un peu dans cette même logique-là. Mais je crois que même avant ça, il y a d'autres ponts aussi qui avaient déjà subi donc la furie de ces groupes terroristes. Donc tout est calculé. Et quand vous discutez encore une fois avec des chercheurs, des gens qui essaient de documenter tout ce qui se passe et qui ont des renseignements, je crois que ça fait maintenant quelques temps justement que la question du pont de Boromo est posée. Et ces derniers temps, je crois que c'est de plus en plus inquiétant. Donc, ça s'inscrit naturellement dans cette même stratégie. D'abord, s'en prendre à des compagnies de transport. Après s'être installé dans cette forêt, c'est maintenant essayer tout simplement de couper tout le trafic sur cet axe. Êtes-vous inquiet par ce qui se passe actuellement sur l'axe Ouagabougou? Très inquiet, madame, parce que si un Burkinabé aujourd'hui même dit qu'il n'est pas inquiet, c'est qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe.
Personnellement, j'étais par exemple à... Bon, c'est vrai que c'est pas sur la même route, à Kaya, avant de traverser le pont vers Wanobe. Et quand vous voyez que ça a été coupé, quand vous voyez que vers Bourgzanga Guibo, on ne peut pas arriver, et quand on voit que, comme M. Paré l'a dit, dans cette zone, depuis même Tioro, dans le centre-ouest à Koudougou, vers Zamo, et dans la forêt de Boromo, et même dans les alentours de Bobo du Lasso, il y a des cellules dormantes. Et comme vous le dites, le terrorisme en fait est allié au grand banditisme, puisque en fait il y a des narcotrafiquants. En fait, le terrorisme qui installe la peur veut profiter des dégâts pour se nourrir et détruire le Burkina Faso. Donc, personnellement, nous ne pouvons qu'être très inquiets de ce qui se passe. Pour revenir aux différentes alertes dont vous avez fait cas, de par le passé, il y avait ces alertes qui indiquaient que Dori pourrait être coupé de Ouagadougou, Djibo également. On a vu que ces alertes se sont manifestées en actes concrets. Les faits parlent d'eux-mêmes. Actuellement, Bobo inquiète tout le monde. Et c'est inimaginable que Bobo soit coupé de Ouagadougou. Non, pas inimaginable. Hein. Peut-être que vous n'avez pas, il y a des informations encore beaucoup plus inquiétantes que cela. Et ce n'est pas aujourd'hui, hein, je le dis sincèrement. Et quand vous discutez avec des chercheurs, avec des gens qui ont des données, quand on vous présente les cartes en termes donc d'ambition, quand on vous présente certaines études, mais ça fait froid au dos. Parce que en réalité, rien ne dit ce qui est jusque-là arrivé. Il n'y a rien qui est arrivé sans que ce ne soit annoncé. Et d'après quelqu'un, il n'y a pas une seule action terroriste, il n'y a pas un seul acte terroriste qui se produit sans qu'on ait l'information au préalable. Maintenant, pour ce qui concerne la stratégie qui est en train d'être mise en place, ça aussi c'est connu de tout le monde, c'est de couper pratiquement, comment dirais-je, toutes les voies d'accès. Donc, d'abord, on parle de Bobo Ouaga, mais en réalité, c'est de couper le pays du reste du monde. Parce que dans la même note de Promédia, vous voyez que l'axe Ouaga-Niamey est aussi dans les viseurs, justement, des groupes armés terroristes. Lomé également. Mais quand vous essayez peut-être d'aller un peu en arrière pour voir un peu comment ils ont évolué. Ils ont commencé par la région. D'abord, on était dans la région du Sahel. C'était des communes assez reculées à la frontière avec le Mali. Petit à petit, ils sont passés des petits villages au chef-lieu de province. Si vous essayez de voir un peu comment ça augmente, ce sont les chefs-lieux de région qui sont en train de chercher justement soit à couper, il y en a qui ont déjà été coupés, soit à occuper. Donc, en réalité, à un certain moment, on va arriver, nous on est tous concentrés sur Ouagadougou, peut-être que Ouagadougou ne fait pas du tout partie de leur stratégie. Là aussi, il y a des experts qui le disent, ils n'ambitionnent pas gouverner, en fait, avoir un État où ils vont ça. Peut-être que ce n'est pas du tout ça leur stratégie. Mais imaginez que Ouagadougou soit coupé du reste du pays ou que chaque grande ville soit coupée de l'autre partie. En réalité, vous ne vivez absolument plus. Mais c'est petit à petit cette stratégie-là, malheureusement, que les terroristes sont en train de mettre en œuvre ici au Burkina. Mais là, les informations sont disponibles. Je crois que même au niveau des autorités, donc ce n'est pas du tout un secret. Chacun voit un peu comment est-ce que les terroristes évoluent. Mais malheureusement, l'inaction du média et de la part de l'autorité est également remarquable. Et c'est la grosse interrogation, parce que après vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il y a eu un moment où il y avait quand même un certain nombre de dysfonctionnements. On l'a tous constaté. Hein. Je vais vous prendre l'exemple il n'y a pas très longtemps où vous avez cette bagarre entre des ministres en charge de la question sécuritaire. Donc, ça fait que l'information n'était pas du tout traitée. Vous avez des bagarres entre des ministres et puis des chefs de renseignement. Vous avez les bagarres de corps. Je vous dis un exemple banal. Où on vous dit qu'il y a une gendarmerie, par exemple, où il y a un camp militaire qui doit être attaqué, une gendarmerie qui doit être attaquée, ou bien un commissariat qui doit être attaqué. Il y a un des corps qui a l'information. Mais dans le traitement est fait de sorte que le corps garde l'information sans que l'autre corps, en fait, qui est en question, n'obtienne l'information et des fois est attaqué au moment où l'information n'est pas encore redescendue. On vous parle par exemple du traitement de l'information d'une région, et par exemple à l'autre, pendant que le gouverneur est là, qui doit acter un certain nombre de décisions, l'information peut-être va parler du parti du commissariat jusqu'à la direction générale de la police ou bien de la gendarmerie, jusqu'à l'état-major général de la gendarmerie, avant qu'on fasse encore un retour vers le gouverneur. On vous explique des situations comme ça
qui rendent la situation très compliquée. Donc, il y a d'abord un problème de traitement de l'information. On vous parle donc des effectifs, mais en gros, tout s'explique par le manque de stratégie. Parce qu'on n'a pas du tout de stratégie. Quand on vous dit jusqu'à ce jour qu'on n'a pas encore défini la doctrine d'emploi des différents corps. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore clairement dit qu'est-ce que la police nationale doit faire sur le terrain, qu'est-ce que la gendarmerie doit faire sur le terrain. Peut-être pour la gendarmerie, c'est plus ou moins clair parce qu'on considère encore le terrorisme comme étant une crise interne. Donc, ce sont les gendarmes qui sont... Mais par exemple, l'armée, ça peut paraître banal. Mais jusqu'à présent, l'armée ne fait pas la guerre. Parce que le terrorisme, je ne sais pas, peut-être dans la définition qu'on a encore du terrorisme, ce n'est pas à l'armée d'aller, vous voyez, chaque fois, ce sont des camps militaires qui sont attaqués, mais rarement on va vous dire qu'ils sont des gendarmes au contact, des militaires au contact, par exemple, avec des groupes terroristes qui ont été... Donc, il y a un problème d'abord de stratégie qui se pose, de clarification du rôle de chaque entité dans la lutte contre le terrorisme. Et surtout, peut-être on va y revenir, la part des civils, par exemple, dans cette crise que nous traversons. Alors, pour parler des conséquences économiques de cette insécurité sur la RN1, si toutefois ce phénomène perdurait et allait de mal en pis, quelles pourraient être les conséquences? Mais, madame, de prime d'abord, même, le pays même n'est même pas économiquement viable. Parce qu'aucune économie ne peut prospérer dans un pays qui n'est pas stable. Non seulement aucun investisseur ne va oser mettre son franc s'il ne peut pas doubler sa mise, espérer gagner. Ça, c'est d'abord de façon générale. Parce que les investisseurs, nous n'avons pas les moyens, dans le cas des mines et autres, nous n'avons pas souvent les gros moyens et nous faisons appel à des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui sacrifient leurs moyens, soit par prêt bancaire ou autre, pour investir. Mais en ce moment, c'est quand tu penses que le pays peut prospérer. Mais à l'heure actuelle, quel investisseur va oser mettre son argent, disons terre à terre, dans cette économie? Ça, c'est de façon générale. Deuxièmement, on dit la ville de Bobo-Dioulasso, c'est la capitale économique du Grand Faso. Si la capitale économique est coupée de la capitale politique, d'abord, il y a la frayeur, puisque actuellement, disons-nous la vérité, les gens hésitent avant de voyager. C'est-à-dire, si tu n'as pas vraiment... Si ce n'est pas vraiment très urgent, on ne vous conseille pas de voyager. La première, que les gens commencent à prendre les vols. On dit que est saturée actuellement, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et deuxièmement, les marchandises transitent aussi à travers ce chemin routier. Si c'est coupé, ça veut dire qu'on aura un problème d'approvisionnement entre les différentes villes. Ce qui est déjà le cas dans la partie par exemple, nord du pays comme Tao, Solé, la partie du Sahel comme Djibo, Seitenga, Arbinda, la partie du centre nord comme Bouroum et autres, et la partie du Grand Est comme Tangolbougou et autres qui ne sont déjà pas approvisionnés. Donc ça veut dire conséquence, il y a déjà que nous-mêmes nous sentons qu'il y a la famine qui va venir, puisque nous n'avons pas une grande capacité de conservation des céréales. Bon, c'est vrai qu'on voit qu'on dit que les céréales au niveau national sont périmées, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens, nous voyons des déplacés qui n'arrivent pas à manger une fois par jour et que les céréales se périment. Ça, c'est vraiment grave. Donc, économiquement, si la situation perdure, nous allons vivre une double crise profonde. La crise sécuritaire où les gens seront apeurés et la famine qui va amener tout le peuple à se révolter. On n'oublie pas la mine de Houndé qui est également située sur ce axe-là. Mais depuis même qu'il y a eu cette crise entre ceux qui font la mine artisanale, c'est-à-dire que l'exploitation artisanale de l'or et ça, Houndé n'a jamais été encore en paix. Parce que vous voyez, les frustrations dans une période de crise où il y a le terrorisme gonflent en fait le rang des terroristes. Puisque les aigris, ceux qui ne sont pas satisfaits, vont se retourner contre l'État, qui est censé en principe défendre le pauvre et l'orphelin. Vous voyez déjà, donc, quand on prend cette mine, d'ailleurs même l'exploitation des mines, c'est vrai que c'est des Burkinabés qui travaillent là-bas, tout, mais pour que l'économie fonctionne quand ça circule. Mais si les gens ne peuvent même plus se déplacer, mais vous allez extraire comment même l'or et vous allez l'amener comment? C'est parce qu'on a des jets privés ou des avions qui transportent l'or de Houndé à Ouaga que quand la population n'est pas sécurisée, que vous allez avoir un grain d'or. Donc d'office, si ça doit perdurer, la mine va se fermer. Et ça, c'est un. Et même si toute la population a apeuré, cette révolte des populations qui se sentent abandonnées va même carrément arrêter le fonctionnement normal de l'économie. Ça, c'est tout à fait logique. Parce qu'on dit que c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais en même temps, il n'y aura même plus d'offres. Mais pourtant, la demande ne cesse qu'augmenter.
Et l'une des conséquences sur le plan économique, c'est également les compagnies de transport qui vont enregistrer des grosses pertes si le besoin ne se fait plus sentir. Ce sont les premières même. Bon, en fait, tout le monde, toute la population actuelle au Burkina Faso souffre déjà d'une manière ou d'une autre. Mais prenons les compagnies de transport. Tu vas mettre du carburant, tu vas prendre quelques éléments. Est-ce que tu oses encore lancer plusieurs cas? Donc, les premières personnes qui souffrent, les premiers entrepreneurs, les premiers opérateurs économiques qui vont effectivement souffrir, c'est les compagnies de transport. De façon normale, d'habitude, si tu veux aller à Bobo le week-end, si tu n'as pas prévenu, 72 heures, plus que ça même, tu peux trouver que toutes les compagnies sont saturées, ça veut dire que c'est rempli. Mais au fur et à mesure, vous constatez que non, il y a la place, tu pars à 23 heures moins, tu vas trouver de la place. Ça veut dire déjà que leur chiffre d'affaires va baisser. Et si leur chiffre d'affaires va baisser, ça veut dire que le revenu va baisser. Et si le revenu baisse, ça veut dire qu'il y aura forcément des licenciements, bon, ou bien on appelle ça des restrictions de personnel. Et s'il y a des restrictions de personnel, ça veut dire qu'il y a des gens qui nourrissaient leur famille, qui ne pourront pas le faire. Vous voyez déjà, et ça veut dire que même au niveau de la contribution, au niveau des impôts, ça va baisser parce que tout est lié. Donc, les compagnies de transport aussi, qui vont baisser leur consommation, c'est la même chose parce que les carburants aussi, ils ne vont plus utiliser. Les employés seront diminués. Et quand on regarde, ça veut dire qu'au fur et à mesure, c'est comme si c'est les compagnies de transport qui vont en souffrir. Mais non, ce n'est que le début. Parce que c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Parce qu'ils travaillent avec beaucoup de partenaires, que sont les vendeurs de carburant, que sont les salariés, que sont les convoyeurs, que sont même les activités connexes et annexes qui sont autour des gares. Tout cela-là vont disparaître. C'est-à-dire que nous n'avons même pas intérêt, comme M. Barré l'a dit, quand on va venir au niveau des civils, c'est-à-dire que nous n'avons même pas intérêt à ce que l'axe Ouagabougou se coupe. D'abord politiquement, parce que c'est la deuxième ville du Burkina Faso, la capitale économique. Et puis, économiquement, c'est encore grave, parce qu'en réalité, vous ne voyez pas l'axe Ouagabougou, toute la zone qui est liée Boromo, et même la Boko du Moun. Parce que si c'est coupé, vous voyez de Dougou Bobo là, la voie arriver avec des contournements, avec des virements. Déjà là-bas, il y avait des attaques où les gens n'arrivaient même pas à intervenir. Ça veut dire donc que ce soit le grenier de Burkina Faso, que ce soit les hauts bassins, et même au-delà, hein, c'est même pas Bobo, puisqu'il faut continuer jusqu'à Orodara. Même hier, vous avez vu que même là-bas, il y a attaque. Voilà, donc ça veut dire que c'est toute la zone. Et en ce moment, on ne peut dire que l'économie sera paralysée. Alors, Ousmane Paré, tantôt vous évoquiez l'implication des civils. Quel rôle les civils pourraient jouer justement dans cette crise-là? Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pendant longtemps, pendant toutes ces années, je crois qu'on a tout confié à l'État qui malheureusement n'a pas pu faire ce qu'il devrait faire. Je peux paraître peut-être un peu rêveur, peut-être on va penser que j'exagère, mais je pense que nous sommes dans une situation où on doit peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sans l'État. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu toujours des alertes, il y a eu toujours des préventions, il y a eu toujours des situations, mais l'État n'a pas pu assumer son rôle. Pourquoi? Lui seul sait. On a évoqué beaucoup de défaillances, on peut passer des heures et des heures à dire ce qui n'a pas fonctionné. Et moi, par exemple, pour la question de la route Ouagabougou, je me demande aujourd'hui, en venant à l'émission, en fait, depuis pratiquement hier, quand je suis en train d'imaginer des solutions, est-ce que les militaires vont aller sécuriser la zone? Peut-être que ce ne sera pas fait. On peut aussi s'asseoir, comme ça a été le cas avec Djibo et autres, hein, dans l'amusement, et puis ça va arriver. Donc, ce que moi je propose, est-ce que, par exemple, on ne peut pas avoir une sorte de complicité, d'abord entre les populations riveraines? Des cellules de veille? Des cellules de veille. Moi, je pense pratiquement à des brigades. À des brigades qui vont assurer la sécurité justement. Comment armer ces brigades sans l'intervention de l'État? Je ne sais pas comment on va les armer, mais je dis que, voilà, créer, et je pense à une association, à une complicité, par exemple, des compagnies de transport qui ont tout intérêt à ce que ce pont ne cède pas. Par exemple, aux mines, à toutes les entreprises qui sont peut-être sur l'axe, qui sont à Bobo, en fait, que toutes ce qu'on appelle, bon, je ne sais pas s'il faut de façon triviale, les forces vives, oui. Mais en réalité, qu'on se dise, en réalité, que l'État n'est pas là. Et que si ça saute, c'est nous tous qui allons périr. Et en ce moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on a besoin de juste quelqu'un qui va fédérer toutes les énergies et pour essayer de voir quels sont les moyens dont on a besoin, quelles sont les forces physiques dont on a besoin et est-ce que les personnes peuvent sécuriser? Comment est-ce que les personnes peuvent sécuriser cette zone? Est-ce qu'il faut penser par exemple à des moyens de surveillance
24 heures sur 24, par exemple, de ce pont, peut-être qu'on a des informaticiens qui peuvent concevoir... Mais Ousmane Barré, pourquoi ne pas inviter les FDS à mener des patrouilles de manière permanente sur l'axe? Ça fait des années on interpelle, ça n'a pas eu de résultat. Vous avez vu à Djibola, ils sont allés, c'était les forces de défense et de sécurité qui ont fait demi-tour parce que le pont a été sauté. Donc ça, ce sont des... Moi, je crois qu'il faut qu'on laisse cette option-là. Le jour où l'État va vouloir venir nous aider, l'État va nous aider. Parce qu'on a tout misé sur l'État. Ça n'a pas donné de résultat. Mais voyons ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des informaticiens burkinabés, par exemple, qui conçoivent quelque chose qui puisse assurer la surveillance 24 heures sur 24, par exemple, de ce pont? Un drone? Un drone, je ne sais pas. Des caméras de surveillance, je ne sais pas. Mais peut-être que si on met les informaticiens ensemble, ils peuvent nous faire sortir une solution. Est-ce que si on met des spécialistes en génie civil ou bien je ne sais en quoi, et on leur demande, est-ce qu'on peut avoir des moyens, par exemple, pour empêcher que des gens puissent avoir accès au pont? Je rêve, hein? Mais est-ce que ce n'est pas possible? On pose le problème. Peut-être que des gens vont faire sortir des solutions où on va trouver un moyen pour protéger le pont. Est-ce qu'il faut faire, par exemple, et mettre en place des brigades, des gens qui vont se relayer, c'est pas chaque 6 heures, chaque 5 heures, chaque 2 heures, pour assurer justement la protection? Et quels sont les moyens qu'on met à la disposition de ces personnes? On réfléchit à ça. Je pars de ce pont pour dire que c'est une réflexion qu'on doit mener. Alors, votre proposition, elle est bonne, mais me fait penser à une chose. On a souvent dit qu'il y a eu des infiltrations de ces groupes-là au sein des populations. Comment trier la bonne graine de la mauvaise graine? Non, ici le problème ne se pose pas parce qu'il s'agit d'assurer la sécurité. Justement, quand vous mettez en place vos groupes, d'abord, c'est entre vous. Vous connaissez. C'est beaucoup plus facile. Vous prenez même dans les pays développés. Hein, je crois que soit au Mexique, on voit ça souvent aux États-Unis, des gens qui s'organisent pour apporter leur propre sécurité. Est-ce que de nos jours, on se connaît réellement lorsqu'on a vu qu'il y avait des localités où des leaders qui étaient connus de tous, qui étaient quand même des complices? Oui, je suis d'accord. On ne peut pas avoir un projet 100%. Il y aura des erreurs. Mais je crois que si on s'assoit et qu'on mûrit bien, on réfléchit bien, ce sont des cas peut-être qui ne pourront pas impacter la bonne réalisation justement du projet. Mais je me dis, il suffit que quelqu'un lance dans la zone et que peut-être à partir de cette idée qui a été lancée, qu'il y ait des réflexions, vous allez voir que ça pourra peut-être donner quelque chose. Pas seulement par rapport au pont, si vous voulez, on pourra revenir par rapport à notre sécurité de façon globale. Alors, l'État détient les ressources, les différentes propositions que Paris a eu à faire vont sans doute appeler des ressources financières. Qui va financer tout ça? Merci. Permettez-moi de revenir à ce qu'il a dit parce que personnellement, j'ai depuis 2021 travaillé beaucoup avec les VDP et la création par exemple de la brigade de veille nous donnait de l'espoir. Parce qu'en réalité, on ne peut pas réussir dans cette guerre sans l'implication des civils. Ça, c'est entre parenthèses clair. Parce que l'État ne peut pas trouver des hommes, des militaires ou des FDS de façon générale pour être présents dans les 8000 et quelques villages. Ça, c'est clair. Si nous voulons gagner, comme il a dit, il faut que nous créions des cellules, en tout cas dans tous les villages, même s'ils seront encadrés par 1 ou 2 éléments de FDS. Donc, c'est pour dire que la solution ne viendra que de là. C'est-à-dire que si l'État veut vraiment réussir, que les brigades de veille qu'ils ont créées théoriquement, qu'il a créé théoriquement, vous vous souvenez des conseils de ministres passés, que ça soit mis en œuvre et de façon efficace. Nous avons vu que, et je prends l'exemple de Bouroum, où moi j'ai un projet là-bas, il y a eu plus de 1000 terroristes qui sont venus attaquer de 16h à 19h. Les VDP ont gouillé, ils ont pu faire quelque chose, mais au finish là, jusqu'à 19h, quelqu'un l'hélico est venu. Or, il suffisait que l'hélico venait et qu'il avait pu, en tout cas, gérer cette situation. Et on allait faire 6 mois même sans entendre parler de terrorisme. Parce qu'ils ont sonné l'alerte, c'est-à-dire qu'ils ont sonné le rassemblement, ils se sont réunis pour attaquer Bouroum, qui est une de mes communes. Donc ça veut dire qu'ils étaient tous là-bas, presque. Donc, ici, mais on a attendu en vain l'hélico. Ça veut dire qu'il y a, comme il a dit, un problème de communication. Les gens ont peut-être empêché, permettez-moi le terme, à l'hélico de décoller. C'était la solution à tout le système de terrorisme. Et il y en a plusieurs cas comme ça. Or, les populations qui se défendent là-bas, je prends les cas de que je connais là-bas, c'est parce qu'ils sont chez eux, ils ne sont pas super armés ni rien. Donc, son idée de brigade de veille que l'État a su créer doit être opérationnalisée. Parce que la population veut rester ce soir. La population veut manger. La population veut travailler. Mais comment? Parce que c'est qu'en fuyant, on va fuir jusqu'à ici, on ne pourra même pas s'en sortir. Maintenant, pour revenir justement à ce que vous dites, l'État détient les ressources. Et comme on a dit, en économie, on dit quoi? C'est la science qui étudie comment les ressources-là sont utilisées pour subvenir aux besoins énormes des populations.
C'est comment ces ressources-là doivent être utilisées. Tout ce qu'il a fait comme proposition, je m'assure, peuvent être mis en œuvre. Les ressources n'en manqueront pas. Parce que si les citoyens voient que l'utilisation des ressources est rationnelle, vous allez voir que nous pouvons contribuer. Et nous avons reçu, ici, une fois, j'étais avec un collègue, un docteur, qui avait fait des propositions. En réalité, la population va s'impliquer quand on sent que les ressources que l'État collecte est utilisées de façon efficiente. Vous voyez? Et les ressources peuvent être trouvées. L'économie, c'est la manière rationnelle d'utiliser les ressources rares. Ces ressources qui sont là, déjà au Burkina Faso, je vous assure, on peut le faire. Et la population peut être également à contribuer. Conséquent, par exemple, un exemple, les VDP, pas tous même étaient rémunérés à 20 000 francs. Mais ce qu'ils abattent comme boulot dépasse tout. C'est eux qui escortaient les FDS, non? Donc, vous voyez, ça veut dire que les ressources qui sont là peuvent être remobilisées et redistribuées de façon à ce qu'on puisse mettre donc ces différentes propositions en marche. Il n'y a pas de problème de ressources à ce niveau. Et j'ajoute même que le citoyen est prêt, quand il voit que ce qu'il cotise, le contribuable, ce qu'il fait, est utilisé de façon rationnelle, il est prêt à se sacrifier pour l'avenir de ses enfants. Puisque quand on regarde, il n'y a pas d'avenir. Une dernière question, est-ce une bonne idée de mettre l'État à l'écart? Non, vous savez, quand M. Paré dit c'est mon esclave, c'est une façon de parler. On sait que l'État est là pour juguler, pour réguler. Mais quand on sent que l'État n'arrive pas, on le connaît, l'État n'arrive pas à faire. C'est la réalité. Ce n'est pas de l'anarchie qu'il propose. Ça veut dire que l'État sera là. Mais on est convaincu ici que l'État seul ne peut rien. Et l'État a déjà montré ses limites. Puisqu'on dit qu'officiellement c'est 45%. Et ça même c'est quoi il dit officiellement. Il n'y a pas que nous on contrôle. Ou qu'on a perdu. Et ça c'est officiel d'abord. C'est ce qui est dit. Sinon combien de personnes au Burkina ici peuvent se déplacer librement d'une commune à une autre? Ça peut-être on sera à 10%. Donc l'État serait là. Mais c'est pour dire que on ne peut pas fonctionner uniquement avec l'État. Ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui vient venir dire que c'est l'État qui va résoudre nos problèmes là, ça veut dire qu'à ce moment, nous rentrons dans l'abîme. C'est ça sa proposition. Donc, on ne met pas l'État à l'écart parce que l'État est là pour au moins faire respecter ces principes sacramentaux d'une existence d'une nation commune qui regroupe plusieurs ethnies. Ça, c'est normal. Mais on ne va pas fonctionner en comptant sur l'État. Voilà même l'État, en fait. On ne peut plus compter sur l'État seulement. Uniquement sur l'État. Voilà, exactement. Alors, merci à M. Samuel Kalkundo. Nous allons annoncer le deuxième sujet de cette émission, du débat précisément, qui porte sur les crises qui secouent certains partis politiques. Ousmane Paré est toujours avec nous pour conduire ces échanges sur la crise au sein des partis politiques. Et le politiste à l'université Thomas Sankara, Kassem Sourouema, nous fait l'honneur d'être aussi avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, des remous au sein du MPP étaient perceptibles selon plusieurs analystes avant et après le coup d'État. La question, elle est pour Ousmane Paré. Pensez-vous que ce BPN a été vraiment celui de la vérité? Et est-ce qu'on peut estimer que la zone de turbulence est derrière les acteurs dirigeants? Ça me faisait un peu sourire. Et quand j'entendais le président du MPP dire qu'il a demandé pardon au nom de tous les présidents. Donc, j'ai dit un peu à la Blaise Compaoré, quoi. Donc, lui, il sait qu'il a commis, c'est pas lui, les autres aussi ont commis des erreurs, lui demande pardon à leur nom. Il y a des problèmes, je crois que on a peur souvent d'affronter les problèmes, il faut les affronter. Des fois, d'affronter certains problèmes ou la solution à certains problèmes, ça peut être le départ de certaines personnes. Il faut l'affronter. Mais seulement, je reconnais que la réalité politique aussi, c'est ça. Et on se bat pour sa chose. Donc, chacun essaie de se battre comme il peut. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour dire qu'il va essayer, et en tant que président, donc, de tenir le temps qu'il pourra tenir, mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont finis. D'ailleurs, vous avez vu, cet après-midi, on dit qu'Ismaïla Ouedraogo a eu des échanges avec donc, les militants à la base au niveau donc, de Ouaïgouya, donc dans le nord. Il a dit clairement qu'il partait, en tout cas pour ce que j'ai vu pour l'instant, et ça avait été annoncé il y a très longtemps. Et vous avez beaucoup d'autres ténors du parti qui préfèrent observer le silence carrément. Et quand vous regardez dans la salle, il y a des gens qui n'y étaient pas. Donc je crois que ça, c'est déjà assez éloquent pour dire que oui, il a demandé pardon, oui, les gens ont dit qu'ils ont pardonné, peut-être certains vont pardonner, certains vont rester avec lui, mais je crois que pour le parti même, c'est déjà
trop tard. D'ailleurs, vous avez quelqu'un comme Abdoulaye Mossé et bien d'autres qui sont partis il y a très longtemps. Donc je crois que ça va continuer ainsi. Et je crois que c'est aussi le propre des hommes politiques, hein, comme ils l'ont fait avec le CDP. Il y en a qui attendent tout simplement d'observer, voir le parti qui va peut-être mieux s'imposer ou bien qui va avoir beaucoup de sous. Donc, et puis après, ils vont partir. Donc, je crois qu'il y en a qui sont actuellement juste en train d'observer. Donc, pour vous répondre à votre question, je ne pense pas que la demande de pardon soit suffisante, qu'ils se sont suffisamment dit la vérité pour tourner la page. Non. Vous êtes du même avis? Oui, du même avis que une simple demande de pardon dans les circonstances pareilles. C'est vrai que ça peut, d'un point de vue symbolique, ça peut régler certaines choses, mais fondamentalement, le problème que le parti a sont des problèmes un peu antérieurs qui couvaient, mais il y avait la chance qu'on avait quand même le pouvoir d'État entre les mains, donc ça permettait de couvrir certaines choses. Maintenant qu'on n'a plus cet élément, cet atout-là, c'est vrai que les problèmes internes, problèmes de cohésion, problèmes d'ego, les ambitions, tout ça refait surface et il faut bien pouvoir les gérer parce que le parti politique aussi, comme il a dit, c'est une entreprise où des gens investissent, c'est une société où des gens travaillent, c'est un endroit où des gens construisent leur avenir. Donc en fonction de comment les éléments se présentent, et les uns et les autres vont se positionner. Mais ici, le vrai problème, on a perdu un pouvoir. Comment on le reconquiert, comment on se réorganise pour aller de nouveau vers la conquête du pouvoir, là. Alors qu'en l'état actuel des choses, les choses sont très, très, très incertaines. Voilà. Alors Ousmane Paris l'a dit, l'actuel président estime que cette crise est due à une accumulation de frustration sous les anciennes présidences. Pour beaucoup, c'est lui-même le problème. Est-ce qu'on n'est pas venu justement à faire ce véritable diagnostic de la crise à l'issue de bien sûr, cette rencontre? Oui, je n'ai pas encore eu tous les détails, ça je le dis franchement, par rapport aux entretiens, parce que c'était à huis clos. Ça, c'est ce qu'il a dit aussi hein, face à la presse, parce qu'il ne peut pas aussi entrer dans certains détails. Mais en même temps, ce qu'il dit, je crois que ça permet de mieux comprendre un peu les esprits, parce qu'en réalité, en parlant à la presse, on ne parle pas justement qu'aux journalistes qui sont là, on parle aussi aux militants qui sont un peu en profondeur du Burkina, on parle à tous les militants. Et c'est là que je dis que moi je m'attendais, si on veut vraiment changer les choses, qu'ils reconnaissent sa part des choses. Les autres, ça c'est leur... Bon, j'ai envie de dire c'est leur problème. Donc qu'ils laissent les autres justement régler leur part. Mais ce n'est pas lui qui va régler les problèmes, par exemple, de Simo Compaoré, de Salif Diaolo, bien de... Non. Mais c'est les reproches qui remontent à la surface actuellement concernent Bala Sakandé. Qu'est-ce que lui dit par rapport à ça et quel engagement il prend justement pour que ce qu'on est en train de dire soit réglé définitivement. Je crois que c'est ça le fond du problème. Est-ce que ça a été fait lors des échanges? Peut-être, mais des informations qu'on n'a pas forcément. Est-ce qu'il y aura ce travail aussi qui sera fait vers d'autres personnes, notamment les gens qui ont fortement critiqué? Vous avez vu que dans son discours aussi, il a dit c'est pas des gens membres du bureau politique, on ne les connaît pas, etc., etc. Et alors que tout le monde sait que ceux qui parlent souvent, c'est pas ces personnes qui sont directement, en fait, les parleurs, mais que les gens suscitent justement des paroles, on passe par des gens pour faire entendre des messages. Est-ce qu'on est suffisamment courageux? Est-ce qu'on est suffisamment sage pour redescendre justement pour résoudre le problème? Ça, c'est la question qui se pose. De toute façon, si ce n'est pas fait, ben, le problème, il va perdurer. Mais je crois que ce ne sera pas aussi propre comment dirais-je, au MPP. Voilà, on a vu avec d'autres partis. Peut-être que le professeur pourra le dire. Hein, je crois que c'est peut-être ce qui caractérise le mieux nos partis politiques, parce qu'en réalité, le fond, pour ne pas le dire, c'est que les gens ne vont pas parce qu'ils ont des convictions. Les gens ne vont pas parce qu'ils aiment Roch Kaboré, ils aiment Bala Sakandé. Les gens vont parce qu'ils ont des ambitions et parce qu'ils ont des attentes vis-à-vis du parti. Une fois justement qu'ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils pouvaient avoir, donc naturellement, ils vont partir. C'est vrai qu'ils ne vont pas peut-être pour les beaux yeux de telle ou telle autre personne, mais il y a forcément des acquaintances
Et à un certain moment, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Vous avez vu, quand le parti a été retiré, je dis bien retiré des mains de Simon Compaoré, ben, il y avait les pro-Simon à un certain moment qui sont mis en retrait. Si on ne les pas contraint justement au retrait. Vous avez vu après le décès de Salifou Diallo, c'était pratiquement la même chose. Donc on ne peut pas dire que juste après ces propos-là, on résout tous ces problèmes. On a tous assisté à l'élection, entre guillemets, de Bala Sakandé comme président du MPP. On a tous vu comment les gens étaient opposés justement à ce que Bala Sakandé soit président du MPP. Je ne pense pas que c'est à travers des mots seulement qu'on va résoudre tous ces problèmes. Aujourd'hui, il y en a qui veulent récupérer leurs choses. Il y en a qui sont convaincus que Bala Sakandé est un parvenu. Il faut qu'il laisse le parti. Donc ça, ce sont des problèmes de fond. Maintenant, est-ce qu'il va quitter ou bien il va avoir l'étoffe nécessaire justement pour s'imposer, de rallier les gens et s'imposer et se comporter en homme d'État, en un vrai leader, quelqu'un qui est capable d'aller chercher et de contredire justement ses détracteurs. Je crois que c'est ce qu'on attend de lui. S'il n'a pas pu le faire, naturellement, les mêmes problèmes vont demeurer. Alors, un prochain congrès extraordinaire est annoncé à l'issue de cette rencontre et des sorties vers les militants des 45 provinces du MPP. Comment est-ce que ce parti pourra tenir? Quel est l'avenir du MPP à l'issue justement de ce coup d'État, de ces crises qu'il rencontre actuellement? Comment consolider les acquis? Bon, déjà, je pense que le MPP, c'était un parti un peu anormal, entre guillemets. Voilà, parce que on ne peut pas naître du jour au lendemain, conquérir le pouvoir d'État et puis l'avoir. Donc, quand on regarde la manière dont le parti a été constitué, et on voit qu'à l'intérieur, là, c'était une réunion de plusieurs entités inconnues, de plusieurs OPNI, comme on dit, des objets politiques non identifiés. Mais les ténors du MPP sont des têtes bien connues. Oui, des têtes bien connues. Voilà, justement, ce trio-là, on ne succède pas à ce trio-là, ou bien on ne conduit pas le parti parallèlement à ce trio-là, et en n'ayant pas des arguments politiques solides. Voilà, parce que quand vous prenez, j'ai envie de dire dans une moindre mesure, le président Kaboré, mais quand vous comparez avec Simon, vous comparez avec Feu Salif Diallo, c'est vraiment, comme on dit, des dinosaures, des mastodontes de la politique. Donc si vous voulez conduire un parti créé par ces personnes-là, il vous faut vraiment un bagage politique, relationnel, social, idéologique, tout aussi solide, sinon plus solide. Voilà, c'est un peu ça. Mais quand on regarde la Constitution, on savait que dans un temps plus ou moins long, il y a des problèmes de cohésion qui vont se poser. Parce que le parti a aggloméré, comme on dit, un parti attrape tout, a attrapé tout de gauche à droite dans un mouvement populaire comme le parti s'appelle. Et, comment on va dire ça, le charisme aidant de ce trio-là a fait qu'il y a eu, comment je vais dire ça, un certain enthousiasme autour du parti, conjugué avec un peu ce qui se passait sur la scène politique autour du CDP, l'article 37. Donc le parti a eu une sorte d'opportunité qu'il a su exploiter pour aller conquérir le pouvoir d'État. Malheureusement, ça s'est arrêté comme on l'a connu. Donc aujourd'hui, le défi pour ce parti-là, je pense que ce serait déjà de revenir à des justes proportions. Quand il dit juste proportion, il a dit que bon, les gens ne viennent pas par conviction. C'est de garder les vrais militants. Voilà, certainement, il y a des gens qui y sont venus par conviction, qui sont venus parce qu'ils croyaient un peu aux valeurs qui étaient prônées par le trio. Donc, ces militants de base, ce noyau dur-là, va déjà se restructurer et puis voir maintenant comment repartir à nouveau vers la conquête des militants, tout aussi convaincus du parti. Mais normalement, on devrait avoir un parti peut-être plus soudé, plus solide, mais avec une envergure moindre que celle qu'on a. Déjà, il y a ça qu'il faut faire. Maintenant, après, quand on regarde peut-être ce qui pourrait être certainement un avantage, si je peux l'exprimer ainsi, c'est que ceux au profit de qui ils ont perdu le pouvoir, là aussi, ont un peu les mêmes difficultés qu'à convaincre les Burkinabés sur leur capacité à gérer, ainsi de suite. Et quand on regarde aussi tout ce discrédit-là, ça pourrait d'une certaine manière profiter aux partis politiques. Et comme on sait comment le jeu politique est fait, ce n'est pas toujours les convictions, c'est une question de ressources. Dans ce qui précédait, on parlait justement des ressources. Donc si le parti a ces ressources-là, s'il a l'intelligence de les utiliser, il pourra certainement ressouder un peu le noyau et avoir un parti plus solide. Maintenant, reconquérir le pouvoir d'État, ça c'est une autre paire de manches.
Alors, il n'y a pas que le MPP qui est dans la tourmente, le CDP l'est également depuis plusieurs mois. Quels sont les scénarios possibles pour une sortie de crise au sein de l'ex-parti? C'est assez difficile, hein, parce que déjà, c'est que les deux, en fait, il y a les deux tendances que chacun, et après, c'est pas, je crois qu'il y a eu l'expérience avec le PPS, le PAI, il y a eu des expériences comme ça. Après, bon, chacun prend, et puis, bon, l'autre va créer un autre parti, mais lorsqu'on regarde, personne ne veut lâcher prise. Non, mais c'est que personne ne l'a... en fait, Eddy ne l'a pas complètement perdu. Personne n'a réellement la mainmise. Voilà, ils n'ont pas, c'est vrai, ils n'ont pas le récépissé, mais pour l'instant, en fait, on a l'impression que Eddy, en fait, il tient le bon bout. Voilà, mais est-ce qu'il aura le récépissé? Est-ce qu'il tient le bon bout, puisqu'il n'a pas le soutien du président d'honneur? Ah ben ça, c'est ce qui se dit. Qu'est-ce qui prouve justement qu'il n'a pas le soutien du président d'honneur? Parce que c'est ce jeu macabre aussi qu'on n'arrive pas à comprendre justement autour de Blaise Compaoré. Vous avez vu qu'à 2 ou 3 reprises, Eddy Komboigo a mis en cause la signature justement de Blaise Compaoré. Je crois qu'il a même introduit, voilà, justement, il est en justice actuellement. Hein, je crois qu'il a traduit, je ne sais pas c'était qui encore, contre qui pour usage de faux. Voilà, donc par rapport à cela. Et quand vous suivez aussi ce qui est un peu inquiétant, c'est que à peine ils ont quitté chez Blaise Compaoré que Blaise Compaoré leur a envoyé une lettre. Donc c'est vrai que ça a fait poser beaucoup de questions. Même à l'interne, il y en a qui disent que il n'est pas exclu qu'il y ait de la manipulation autour de cette affaire. Mais ce que je crois, c'est que Blaise Compaoré, à mon avis, n'a plus le contrôle du CDP. Je crois que Blaise Compaoré a d'autres problèmes que vraiment le CDP. Maintenant, comment est-ce que cette bagarre judiciaire-là va se régler? Et on a envie de dire que la justice est indépendante et qu'elle va jouer pleinement son rôle. Mais en même temps, ces derniers temps, donc, il y avait aussi des rumeurs qui circulaient comme quoi il y avait des gens qui faisaient des pieds et des mains pour ne pas qu'on donne donc le récépissé à Eddy Komboigo. Vous avez vu les différents congrès qui avait été annoncé. Donc, si on reste dans cette logique, et puis je reviens, je suis tout à fait d'accord avec le professeur, quand je parlais de la question de conviction, c'est vrai, on a toujours ce petit noyau qui est convaincu, mais il y a toujours aussi, en fait, cette grande quantité qui se vend, donc voilà, au prix du marché. Et je crois que quand on a vu comment est-ce que Eddy Komboigo a récupéré le parti après donc la transition, et je crois que peut-être il a encore des arguments solides, voilà, pour en tout cas rallier. Peut-être qu'il a la force financière, mais est-ce que le noyau justement n'est pas plutôt dans l'autre camp? C'est ça que je dis, quand vous parlez de noyau, c'est ce qui est très difficile justement de déterminer, parce que il y a, en fait, j'ai l'impression que c'est que le noyau pratiquement a été divisé en deux. Maintenant, je ne sais pas si c'est la moitié égale à part égale ou pas, parce que effectivement, ça peut paraître bizarre, mais de part et d'autre, vous avez des ténors du parti, et ce qui est encore un peu plus complexe, plus difficile à comprendre, vous avez des affinités en réalité qui se sont éclatées donc autour justement de ce débat-là. J'avoue que j'ai eu du mal. Il y a jusqu'à un certain moment, j'arrivais à comprendre tant que certains étaient d'un côté, mais après, justement, ça devient un peu compliqué. C'est vrai que quand vous avez des gens comme Achille Tapsoba, autour de qui gravitent des gens comme les Topan Sané, vous vous dites que c'est l'aile dure, en fait, c'est le noyau central. Mais après, quand vous regardez, par exemple, au niveau du présidium avec Eddy Komboigo, vous vous rendez compte qu'il n'est pas seul, il n'y a pas que des nouveaux avec lui. Et puis l'autre particularité qu'il ne faudrait pas aussi occulter, c'est que Eddy Komboigo, jusqu'à preuve du contraire, arrive à mobiliser. Alors que de l'autre côté, quand il y a des rencontres, généralement, c'est vraiment un noyau beaucoup plus restreint. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que de toute façon, et je crois que Eddy Komboigo a les moyens, peut-être aussi l'intelligence à un certain moment, quand il va voir que ça ne l'arrange plus, il va laisser le parti et puis il va créer son parti. Je crois que ce n'est pas du tout exclu. Il va mener le combat jusqu'à un certain moment, mais à un certain moment, peut-être il va aller juste créer son parti et puis continuer. Quelle est l'analyse de Kassem Sourouma? Oui, c'est un peu la même analyse. C'est soit qu'au sein du CDP, on arrive à contenir ou à exiter Eddy Komboigo pour confier le parti à celui que l'autre camp veut. Voilà. Mais auquel cas, on sortirait avec un parti
qui va être coupé d'une bonne partie des militants qui croient au président Edi Komboyogo. Voilà. Ou alors, comme il a dit, ce serait pour Edi Komboyogo de créer un autre parti. Mais cette option-là est beaucoup plus risquée, puisque l'avantage avec le CDP, il y a un certain capital confiance, capital sympathie, il y a une histoire. Un peu partout, quand vous arrivez, vous dites CDP, les gens savent au moins qu'il y a une d'abord. Il y a aussi beaucoup de militants. Voilà, exactement. C'est ça, en fait, c'est tout ça qui amène les militants. Et dans le CDP aussi, quoi qu'on dise, il y a des gens qui demeurent convaincus jusqu'à présent par l'idéologie portée par le CDP. Donc, créer un nouveau parti avec des habits neufs, ce n'est pas évident de récupérer ces militants. Je pense que c'est pour ça aussi que les deux camps se tiennent, parce que le CDP, c'est comme un fonds. C'est un fonds de commerce qui tient la route. Voilà. Maintenant, pour peu que les gens arrivent à trouver une solution, c'est un parti qui peut redémarrer rapidement, compte tenu du fait que sur l'ensemble du territoire national, il a des bases qui sont toujours vivaces, qui tiennent toujours la route. Bon, je pense que c'est pour ça aussi que les deux camps sont en train de tirailler. Maintenant, pour le président d'honneur, si on s'en tient à l'aspect juridique, il n'a plus normalement l'influence qu'il est censé avoir. Puisque le dernier congrès, quand on regarde, congrès d'ailleurs contesté. Voilà, contesté, il a été dépouillé, voilà, de pratiquement toutes ses attributions. Donc de là même, quand on regarde les courriers, c'est un peu ce que le président Edi dit, il n'a même plus sur le plan juridique cette possibilité-là de convoquer un camp. Donc c'est vraiment, il y a en tout cas, comment il faut dire ça, un point encore obscur, voilà, qu'il faut comprendre sur pourquoi les deux camps se tiraillent. Voilà, certainement que pour reprendre le contrôle du parti et mobiliser rapidement sur ce capital sympathie dont dispose le parti. Donc pour résumer, c'est soit on va avoir deux CDP, un CDP comme ils l'ont déjà qualifié, un CDP tourné vers l'avenir, un autre CDP tourné vers le passé, voilà. Ou alors Edi va peut-être créer un parti, mais cette alternative-là n'est pas pour le moment très plausible et pas sur la table quand on regarde un peu comment les partis se tiennent. Est-ce que le MATD a eu raison de ranger un peu le dossier CDP en ce qui concerne leurs documents, leurs récépissés? Merci. D'un point de vue juridique, je ne crois pas que le MATD ait des marges de refuser le récépissé au CDP, on va dire au CDP, puisqu'il y a eu une bataille judiciaire en amont que Edi a gagné, et ce sont ces décisions judiciaires-là qui ont autorisé la tenue du congrès. Congrès à l'issue duquel il a été élu, selon les règles internes au parti. Donc le rôle du MATD, justement, c'est de constater la tenue et puis de délivrer le récépissé. Donc la non-délivrance de ce récépissé-là peut avoir des problèmes. Voilà, pose problème d'un point de vue juridique, mais je ne sais pas si, comme le pays est à la mode de réconciliation, je ne sais pas si le MATD aussi s'est arrogé ses prérogatives de réconcilier les deux camps. Sinon, d'un point de vue juridique, il n'y a aucune raison que le MATD ne délivre pas le récépissé. Ousmane Paris, sur la question du récépissé. Oui, c'est la même lecture, hein, parce que c'est là que je disais, moi je ne comprends pas. En même temps, c'est vrai qu'on a appris qu'il y avait des gens qui mettaient la pression justement au niveau donc du matériel pour ne pas qu'on délivre comment s'appelle ce récépissé-là. Parce que si ce n'est pas ça, et j'en parle parce que si ce n'est pas ça, on ne voyait pas aussi pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas été délivré. En principe, ça devrait être fait. Maintenant, est-ce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui justement essaie de peser de tout son poids pour ne pas que Edi Komboyogo puisse avoir le sésame? Je n'en sais vraiment pas grand-chose. Mais en même temps, ça nous amène à nous poser quand même beaucoup de questions. Et je ne sais pas la suite, ce sera quoi. Et ces différentes crises nous renvoient à la question de la réorganisation des partis politiques. Kassem Sououima. Est-ce qu'on peut en faire une priorité sous la transition pour justement assainir le jeu politique à l'avenir? Ce n'est pas les expériences ou la volonté qui a manqué dans ce pays de réorganiser les partis politiques, ça n'a jamais manqué. Les autorités se n'ont jamais fait mystère de la volonté de réduire le nombre de partis, s'appuyant sur cela, sur une certaine opinion citoyenne qui trouve qu'on a trop de partis. Voilà. Donc, serait-ce que sur ça, mais cette transition-là, réorganiser les partis politiques, je pense qu'il y a déjà eu des annonces, hein, quand on demande aux partis politiques de se mettre un peu en stand-by parce que, ils sont les premiers responsables de ce qui nous arrive. Voilà. Mais réorganiser les partis politiques, ça suppose en amont
remettre à plat tout le système qui gravite autour des partis politiques, depuis la création jusqu'au financement. Voilà. Vous pensez qu'en 2 ans, 24 mois, où on peut faire ce travail-là? On peut peut-être jeter les bases. On peut peut-être jeter les bases, mais ça va être sur quels critères? Parce que là, si ça va être toujours le critère déclaratif, la reconnaissance des partis politiques, la création libre, et voilà. On peut jouer sur les éléments publics, sur le financement public, peut-être durcir un peu les conditions de création, les conditions de reconnaissance. On peut durcir les conditions sur la vie légale du parti politique. Ces choses-là, on peut les faire. Mais réduire le nombre de partis réorganisés, c'est une entreprise qui me paraît non seulement hasardeuse, mais très, très difficile. Parce qu'on va manquer de base pour interdire la création des partis politiques. Voilà, dans ce pays-là. Bon, si on veut organiser, la question la plus logique, c'est de l'indexer sur les prochaines élections en disant qu'à l'issue des élections, comme on l'avait fait au préalable, tous les partis qui n'auront pas atteint un certain seuil, voilà, seront privés de la, comment il faut dire ça, du financement public, devront disparaître. Mais même là, ça me semble difficile. Tout ce qu'on peut faire... Peut-être durcir les conditions de création. Durcir les conditions de création, pourquoi pas? Peut durcir les conditions de création, exiger que les partis là aient un siège, exiger qu'il y ait un minimum de personnel déclaré à la caisse. Ce sont des choses qui peuvent être faites. Maintenant, il faut ramener tout ça aussi à la réalité du pays. Voilà. Si vous occultez la réalité du pays, qui explique pourquoi il y a cette multiplication des partis politiques, tout ce qu'on aura entrepris sur le plan législatif aura été très beau, aura été très efficace, mais à l'application, je ne serais pas étonné que le nombre de partis ne fait qu'accroître. Ouais. Ousmane Paris. Peut-être ça, mais moi, en fait, ce qui me dérange, ce n'est pas tant le nombre de partis politiques que la qualité, justement, des hommes qui animent ces partis politiques ou la qualité même de ces partis politiques. Est-ce que le travail, c'est peut-être pas un travail de sensibilisation davantage donc au niveau des populations et puis peut-être demander à ce que les règles puissent être appliquées? Parce que je ne vois pas de partis politiques qui accomplissent véritablement leur mission. Vous avez vu quand à la rencontre avec le la président mission de sensibilisation, vous voulez dire? Oui, la contribution à l'animation de la vie politique. Quand on leur a dit d'éviter, comment dirais-je, les agitations, ils ont tous commencé à pleurnicher, comme s'il n'y avait que l'agitation politique que les partis politiques devraient faire. Même ça, si on s'en tient au discours d'Amiba, lors de la première rencontre avec les partis politiques, on ne leur avait pas interdit d'aller former leurs militants, d'aller sensibiliser, de faire autre chose. Oui, mais ça ne sert à rien de former les militants si on ne peut pas avoir accès à la scène politique. Justement, je suis d'accord, mais pour montrer un peu l'esprit justement qui anime en fait, les partis politiques. Il y en a qui n'ont pratiquement pas de siège. On sait comment les partis politiques se débrouillent à la veille justement des élections pour aller, chacun va prendre le salon ou bien ça peut-être à une cour quelque part, louer juste le temps de la campagne. Donc pour moi, c'est d'abord... Il y a d'autres qui vivent que de conférences de presse. Donc c'est d'abord d'exiger que les partis politiques respectent les règles. Et en plus de cela, c'est peut-être que nous, journalistes, peut-être qu'on soit aussi un peu plus exigeants. Je le dis aussi bien pour les partis politiques, mais j'ai encore envie plus de le dire pour les organisations, par exemple, de la société civile, qu'on appelle, je ne sais pas, OSC et spécifiques. Donc, justement, vous voyez des gens qui font exactement comme les partis politiques. Parce que les partis politiques ont compris, ils sont là aujourd'hui. Il y a des gens qui, au Burkina, je vous le dis, qui ne font rien comme activité. Ça fait 10 ans, 20 ans, ils sont sur la scène publique, mais ils ne font rien. Ils vivent, ils mangent gras, ils boivent frais, ils roulent carrosse. Personne ne se demande d'où est-ce qu'ils tirent ces ressources-là. Ils occupent la scène. Ils polluent pratiquement la scène. Justement, c'est ça leur occupation. Bon, si c'est ça leur occupation. Donc c'est la même chose pour les partis politiques. Il y en a qui vivent pratiquement de ça. Et quand vous pouvez vous amuser à faire un petit exercice, vous prenez certains leaders politiques, vous essayez de vous demander ce qu'ils ont fait ces 10 dernières années. Il n'y a absolument rien, ils ne font rien. Mais essayez d'imaginer un peu leur train de vie. Et essayez de comparer des fois quand certains perdent le pouvoir, comment, ce que ça donne. Je dis tout cela pourquoi? Pour que les médias aussi puissent jouer ce rôle et amener peut-être le législateur à revoir un certain nombre de choses en termes de travail, en termes d'occupation, en termes de revenus, en termes de peut-être de lutte contre la corruption, en fait un certain nombre d'éléments. Je me dis que si c'est correctement bien fait, même le financement, par exemple des partis politiques, on sait que souvent il y a de la fraude, il y a peut-être du blanchiment, etc. etc. Peut-être que si on est beaucoup plus regardant sur ces questions, ça va permettre quand même de réduire un peu les choses et surtout
faire comprendre en réalité aux gens qu'on ne fait pas la politique parce qu'on n'a absolument rien à faire, ou bien qu'on ne fait pas la politique parce que c'est le seul moyen de réussir. Parce que pour certains, c'est ça. Ils commencent par les ONC, ils font rien. Et en temps, bon, il y a un corps qui les appelle et puis on les met dans le parti. Souvent, quand vous voyez leur profil, vous ne savez pas à quoi ça répond. Mais après, on vous dit que ce sont ces personnes qui sont amenées à vous diriger demain. Donc, vous-même, des fois, quand vous discutez avec certains, il y en a qui ne le cachent pas. Vous avez un promotionnaire qui a été renvoyé du lycée parce que c'est un délinquant. Après, il devient politique, il a son parti, il est député, il est ceci. Bon, vous avez fait un parcours normal. Et après, vous-même, vous êtes là, vous ne savez même pas comment vous avez votre diplôme, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. C'est lui qui vous prend par la main, qui vous trouve du travail et qui vous commence à vous introduire, vous faites votre ascension politique et vous lui devez pratiquement tout. Donc, vous avez habituellement ceux qui sont qu'on appelle les technocrates au niveau des partis politiques, mais ce sont des gens qui sont souvent frustrés. Voilà, parce que quand ils regardent ce qui se passe, ce qui on leur doit, ce qu'ils font, et puis ce que des gens ne font absolument rien, et la récompense, vous voyez. Mais je crois que c'est tout ça qui contribue peut-être à polluer davantage la situation. Donc pour moi, c'est vraiment le respect d'abord des règles, et peut-être qu'il y a cette sensibilisation de la part des médias pour former une opinion quand même qui soit très critique vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis de certaines actions. Quand on va les huer une fois, deux fois, je crois que les gens vont réfléchir par deux fois avant de s'engager dans certaines actions. C'est ça que j'appelle le contexte là en fait. Ouais. Le contexte là, c'est en fait tout ça. Il faut vous rappeler que sous le premier mandat du régime Kaboré, le MATD avait essayé d'appliquer les textes. Tout à fait, voilà, tout à fait. En disant les partis politiques doivent se déclarer à la majorité, à l'opposition, doivent avoir un siège. On sortait régulièrement la liste des partis politiques. C'est allé où? Voilà, parce que le même jeu que vous étiez en train de décrire un peu, les gens qui passent en sous-main, voilà. Si vous vous contentez des partis classiques là, voilà, il y a une grande question nationale, le MPP ne dit rien, le CDP ne dit rien. Bon, donc ce sont les mêmes partis là. Bon, donc en fait, c'est tout ça qui explique que les partis politiques prolifèrent. Voilà, c'est tout ça qui explique. Sinon, quand on regarde le suffrage, le score, les dernières législatives, je ne sais pas, plus d'une centaine de partis, il y a combien à l'Assemblée? Voilà, mais les mêmes gens, et puis vous voyez, on a tout, on a majorité, on a opposition, on a des gens au milieu, on a la société civile un peu à mi-chemin. Voilà, c'est tout ça, là, ce contexte-là, qui explique que réduire le nombre de partis politiques, là, ça ressemble à une gageure. C'est là, quand je parle du financement, c'est peut-être ça, parce que ce qu'on sait, là, c'est en off. Les gens créent des partis pour aller prendre de l'argent. Financement public. Voilà, les financements publics. Il y a occulte. Oui, voilà, il y a occulte. Même pour la campagne, il a créé son parti. Il sait qu'il peut pas, donc il va prendre de l'argent juste pour ça, alors qu'il sait qu'il va rien faire. Alors, merci à Ousmane Paré. Aussi, merci à Kassem Sourouema pour vos différents apports à ce débat. Nous sommes au terme de la partie débat de cette émission.